bienvenue à Bibliothèque Médicis. Cette émission traitera de deux destins. D'hier, Gandhi par Jacques Attali, chez Fayard. D'aujourd'hui, Simone Veil, Une vie chez Stock. Avec Monique Cantos-Perber, nous savons qu'aucune vie n'est comparable à une autre. Il y a le contexte, l'époque, l'origine, le milieu, les méthodes qui diffèrent. Et parfois, grâce au hasard, à la volonté, des rapprochements sont possibles. Et à la fin, les leçons de deux vies peuvent se rejoindre quelquefois. La résistance, le refus positif, le combat sans violence par la parole, par l'exemple et par le pouvoir de l'esprit. Madame Simone Veil, je suis heureux de vous accueillir. Merci. Dans Bibliothèque Médicis. Vous avez fini par accepter d'écrire vos mémoires. Jusqu'à présent, vous entendez quelquefois en parler avec réticence. Cette fois, vous vous êtes laissé aller. Oui, c'est plutôt que j'ai traîné à le faire. J'avais pris un engagement vis-à-vis de mon éditeur, et puis que j'ai été ces dernières années tellement bousculé par des activités diverses que je n'avais pas trouvé le temps, qu'il a fallu un peu qu'il fasse pression sur moi pour que j'arrive à le trouver. Et ça vous a semblé... J'ai moins à faire aussi parce que j'ai abandonné certaines de mes activités. Mais vous continuez à combattre pour toutes les causes et avec les convictions qui sont les vôtres. Mais vous avez estimé utile de vous exprimer et de vous raconter. Oui. On va le voir en détail. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi Gandhi, à l'aube du XXIe siècle, et on ne va pas croiser sans arrêt, mais c'est intéressant, Jacques Attali, de voir avec vous, pourquoi Gandhi suscite tant de récits sur sa vie, là en ce moment, pourquoi il intéresse autant. À l'ère de toutes les violences, est-ce qu'il serait notre contemporain ? Moi, j'ai commencé à écrire ce livre parce que j'ai voulu écrire une série de biographies sur les hommes qui ont changé, les hommes ou les femmes qui ont changé le monde par leurs idées et sans violence. D'où la biographie de Blaise Pascal, de Karl Marx, qui agit par ses idées, même si ses successeurs ont agi par la violence. C'est toujours la lutte contre la pauvreté avec ou sans violence. Voilà. Et Gandhi était l'homme qui, pour moi, incarnait le mieux le point de vue du Sud sur l'Occident. La façon de penser le monde autrement que d'un point de vue européen, et l'homme qui a incarné le mieux, à mon avis, le combat des humiliés contre l'Occident et contre la colonisation. Et c'est lui qui le mieux incarne, à mon avis, le XXIe siècle, parce que le XXIe siècle sera, à mon sens, celui de la revanche des humiliés, de ces humiliés-là. Alors, est-ce qu'ils suivront un autre Indien, d'une certaine façon, qui est Ben Laden? Je dis Indien parce que il est très lié au Pakistan, qui faisait partie de l'Inde de Gandhi, ou est-ce qu'ils suivront la voie de Gandhi, c'est-à-dire la dignité, la non-violence, le refus de l'Occident sous une forme de l'identité personnelle, et en même temps parce que Gandhi raconte l'histoire de l'Inde, et cette extraordinaire aventure d'une des civilisations peut-être la plus sophistiquée de la planète, beaucoup plus sophistiquée que la civilisation chinoise, et qui nous permet de comprendre ce que sera le premier grand acteur du monde du XXIe siècle. En 1939, il est loin de l'Europe, Gandhi, oui. Et il voit pas très bien ce qui est en train de se passer. Comment il peut écrire à Hitler: nous ne croyons pas que vous soyez le monstre dépeint par vos ennemis? Oui, on peut être Gandhi et dire des énormités. Oui, mais il est très cohérent avec lui-même. Depuis le début, il est contre la violence, même face au beau. Évidemment, c'est un homme qui se trouve confronté à une période d'une extrême violence. Il déteste l'Occident et il dit que l'Occident n'a pas de civilisation, mais en même temps, il essaye toujours de convaincre. Face aux Anglais, il essaye de convaincre, et de façon systématique, il dit tout le temps aux Anglais: mais laissez-vous envahir par les Allemands, c'est pas grave, la non-violence est la meilleure solution. Il dit aux Indiens qui sont attaqués par les Anglais: laissez-vous tuer, c'est pas grave. Et il dit aux Juifs, parce qu'il y a cette lettre à Hitler, mais il y a aussi une lettre terrible, un article terrible, où il dit aux Juifs en 1938, mais laissez-vous détruire, vous en sortirez grandis, ce qui est évidemment absurde. Mais en même temps, ça indique bien les priorités pour cette époque, qui étaient, du point de vue des gens du Sud, pas du tout nos priorités à nous. Simone Veil, est-ce que vous avez entendu parler de Gandhi pendant votre adolescence et après? Je ne dis pas dans le camp. Oui, non, on parlait de Gandhi, c'était un personnage très, très célèbre et très admiré. Et je dois dire que ce que vient de me dire Jacques Attali m'a un peu défrisé, parce que je crois que c'était tout de même quelqu'un qui était très hors du temps et des réalités, et que si on avait suivi toujours ce qu'il prônait, ce serait épouvantable. On en parlera tout à l'heure avec Jacques Attali. Revenir des camps impliquait à la fois du courage, de la chance et une capacité à résister. Alors, est-ce qu'on peut commencer par le début? Vous avez pris la plume pour raconter une histoire exceptionnelle, la vôtre, une vie qui commence à Nice, dans une famille qui apparemment a des difficultés matérielles de temps en temps ou à un moment donné, mais qui est heureuse, qui est une famille laïque et juive.
laïque, juive et française. Oui. Je crois que c'était le cas, là, puisque vous insistez sur ces trois marques, je crois que c'était le cas de beaucoup de juifs en France qui étaient d'origine d'Alsace ou de Lorraine, ce qui était le cas de mes parents depuis très longtemps. Et ils avaient été très marqués. Je crois qu'ils ont dû quitter, une partie de ma famille a dû quitter Metz très longtemps, enfin dans les années 1800, quelque chose comme ça, enfin assez vite, une autre partie plus tardivement, mais que c'était une époque, si je pense au 19e siècle et au début du 20e, où ces juifs étaient très laïcs. Ils se disaient juifs, mais en définitive, c'était plus une appartenance culturelle qu'une religion, pas du tout. Moi, j'ai retrouvé comme ça un testament de mon grand-père ou arrière-grand-père qui précise bien qu'il y aura rien sur sa tombe, que ce sera bon, je pense que parmi eux, d'ailleurs, il y avait probablement des francs-maçons aussi, plutôt que, en tout cas, des gens pratiquants. Ils savaient pas du tout. Moi, j'avais jamais mis les pieds dans une synagogue, sauf une fois où une cousine était de passage, une cousine italienne, et qui m'avait emmené à la synagogue. Je devais avoir une dizaine d'années. Et vous vous sentiez concerné? Vous étiez déjà ce que vous êtes resté athée? Moi, tout à fait, oui. Tout à fait. Vous assistez aussi. Et alors, elle m'avait emmené comme ça, parce qu'elle allait à la synagogue. Mon père a dit, si j'apprends qu'une fois encore, tu emmènes à la synagogue, tu ne remettras plus les pieds à la maison. Mais vous insistez quand même beaucoup sur l'héritage. Vous vous rappelez cette question que vous posiez à votre père, accepterais-tu que je me marie avec un non-juif? Oui. Il vous a répondu, oui, mais à condition que ce soit un aristocrate. Oui, mais ça, c'est parce qu'il était très attaché à la culture. Et quand je lui ai dit, c'était un aristocrate, alors je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, un aristocrate et les juifs? Il me dit, ce sont ceux qui savent lire depuis des siècles. Et pour lui, c'est ça qui était important. La lecture. Ce qui est le cas des juifs aussi. Oui. Le livre. Les aristocrates. Je lui ai dit, alors je lui ai dit, pourquoi est-ce que, parce qu'il disait, oui, je préférais que tu épouses une juive ou une aristocrate. Je lui ai dit, pourquoi une aristocrate? Et il m'a dit, ce sont les seuls qui savent lire en France. À travers ce que vous dites déjà, on comprend mieux pourquoi au début de la guerre, dans les années 38, 39, 40, et un peu après, vous vous sentez peu concerné parce que vous entendez de Paris ou de Vichy. C'est peu à peu que vous allez vous en rendre compte et de voir les conséquences. Oui, c'est-à-dire à partir de 41. Oui, à partir de 41, on est en zone libre, on le sent moins, mais enfin on sent tout de même une pression très forte, d'autant que même si les juifs français n'ont pas été arrêtés tout de suite en zone libre, déjà, même les Italiens avaient arrêté un certain nombre de juifs et la police française aussi. Donc il y avait déjà une menace, mais on ne la sentait pas. On ne s'était pas contre nous, à tel point que nous avons des oncles et tantes qui habitaient Paris et qui sont venus se réfugier à Nice, d'ailleurs aussi bien des oncles et tantes du côté de ma mère et aussi du côté de mon père, ils sont venus se réfugier à Nice en pensant qu'à Nice ils seraient hébergés. Et pourtant, un de mes oncles avait été arrêté dans la grande rafle, la première grande rafle de la fin 41, où les ingénieurs, les médecins et autres à Paris avaient été arrêtés. Et c'est pourquoi vous dites que vous avez été arrêté de manière presque absurde, vous? Absurde, oui, par imprudence. Je dois dire que c'est par imprudence de ma part. C'est par imprudence de ma part parce que je n'allais plus au lycée, mais que j'avais une fausse carte dont je pensais qu'elle était bonne. J'allais à la bibliothèque pour préparer mes cours parce que j'avais des camarades qui très gentiment transmettaient au professeur mes copies qui étaient corrigées. Et le bachot avait eu lieu cette année-là à Nice au mois d'avril. Vous le présentez? C'est ça. Je me présentais Et bachot. Quand avez-vous eu les résultats? En rentrant. En rentrant des camps. Et alors, comme vraiment, pendant le camp, je crois que j'ai jamais lu, j'ai jamais eu. Je me demandais d'ailleurs si on saurait encore lire, enfin si on saurait encore faire des études. Mais je dis si je peux encore, je ferai des études peut-être si j'étais reçu mon bachot. Mais ça, passer mon bachot, j'aurais jamais eu le courage. Donc vous avez été arrêté donc quelques mois après l'arrivée de la Gestapo à Nice, après le retrait des Italiens. Mais aviez-vous conscience du danger? Aviez-vous conscience de la menace qui pesait sur vous? Oui, on avait conscience du
du danger, mais en même temps, on n'imaginait pas vraiment ce que c'était. On disait, on ira travailler en Allemagne. Enfin, je crois que on n'était tout de même pas totalement conscients, et que je crois d'ailleurs que moins de gens qu'on ne le dit étaient informés de ce qui se passait réellement, et parmi les Français, mais même parmi les préfets ou autres, je crois qu'ils disaient bon, les gens vont travailler, c'est dur, il y en a qui mourront, peut-être, etc. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient su réellement qu'il y avait des chambres à gaz, et que la plupart d'ailleurs étaient exterminés. Mais même à Drancy, vous ne saviez pas? À Drancy, vous savez, je crois qu'il y avait des gens qui savaient. Je dirais les. Mais il faut dire, avril 44, Nice, Drancy. Oui, mais à Drancy, je pense que certains, il y avait des fuites tout de même, et que certains savaient, mais qu'ils souhaitaient rester eux-mêmes le plus longtemps possible à Drancy, puis ils souhaitaient surtout qu'à Drancy, il n'y ait pas une sorte de rébellion, une sorte de révolte de la part des gens qui partaient. Il y a eu une grande évasion, où certains ont été repris d'ailleurs et déportés immédiatement, mais sinon, les responsables qui étaient souvent des Français essayaient plutôt de dire mais non, c'est pas ce qu'on vous dit, etc. Et alors Drancy, vous restez peu de temps, quelques jours, une semaine. Et Drancy à Auschwitz, 2 jours et demi de train. Il est évident que vous vous souvenez de tous les détails, mais c'est un premier miracle. Le convoi n'est pas directement, au moment de l'arrivée à Auschwitz, directement envoyé dans les fours. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait quelquefois des convois où tout le monde était exterminé. Ça a été le cas pour beaucoup de Hongrois, notamment, qui a été vraiment. Alors c'était dramatique. 1944. Oui, 44. Moi aussi, c'était 44, mais là, c'était très peu de temps après. Ils ont prolongé la voie, les Allemands, et puis ils ont arrêté tous les Hongrois, et presque tous ont été exterminés immédiatement. Dans les autres convois, ça dépendait un petit peu du moment où on arrivait. Quand on arrivait au mois d'avril, c'était un assez bon moment, parce qu'il y avait eu souvent beaucoup de gens qui étaient morts pendant l'hiver, de froid. Il y avait eu aussi une épidémie de typhus, donc il y avait relativement des emplois à faire, où on pouvait être utile, encore que souvent le travail qu'on faisait n'avait aucune utilité, parce que ça consistait à prendre une grosse pierre, la plus grosse possible, mais en même temps pas trop grosse, parce que ça nous épuisait. Mais si on la prenait pas suffisamment grosse, on se faisait battre, et puis on la remettait ensuite au même endroit. C'est-à-dire que c'était l'enfer pratiquement chaque jour. Chaque jour. Et vous étiez avec votre mère et votre sœur aînée à ce moment-là. Et mon autre sœur, nous avons toujours cru qu'elle n'avait pas été, elle était dans la résistance, et on a espéré toujours, on se disait bon, nous on rentrera pas, mais il y aura au moins quelqu'un de la famille qui rentrera. Alors, vous ne rentreriez pas? Ah oui, oui. Vous savez, il y a eu un peu 76 000 juifs à peu près déportés de France, 2500 sont rentrés. Mais on pensait que même il n'y aurait même pas 2500, parce qu'on pensait qu'ils ne les laisseraient jamais vivants. Les témoins. Ils ne laisseraient pas de traces. Ce qu'ils ont fait. Ce qui s'est passé avec les gens qui ont été fusillés. Oui. Et en Ukraine. Mais cette certitude, vous l'avez eue pendant que vous étiez à Auschwitz, au moment où vous êtes parti au moment de la marche. Pour nous, si vous voulez, c'était au fond, le but c'était qu'il y en ait au moins quelques-uns qui rentrent et qui puissent témoigner. Ça m'a rappelé, quand j'ai lu il y a une vingtaine d'années, ou trentaine d'années, un livre de quelqu'un qui était prisonnier, un Français qui était à moitié chinois, à moitié français, qui est un journaliste, et il était étonné parce qu'à un moment où tout le monde meurait de faim, ses camarades lui donnaient à manger. Et il avait dit, oui, on me donne à manger parce que je suis le seul qui a une chance de sortir, parce que j'ai un passeport français, et au moins je raconterai. Oui. Je crois que le besoin de raconter est très très fort, et puis qu'en même temps c'est une victoire. Parce que l'idée de raconter venait de l'espérance d'une victoire, alors qu'en fait, on le voit dans les goulags, il n'y a pas de victoire, parce que le système soviétique a duré 30 ans de plus. Là, vous aviez la certitude, le sentiment d'une victoire. Oui, on avait le sentiment de la victoire, pour plusieurs raisons. D'abord, à partir du moment où on a su, et ça on l'a su pratiquement le jour même, le lendemain du débarquement. Vous l'avez su tout de suite. Oui, moi je crois que c'est une femme SS, j'ai déjà raconté ça, mais c'était tellement extraordinaire. Jamais on avait de journaux, jamais on avait de papier. Un jour on travaillait à un endroit où on portait, d'ailleurs c'était un des travaux les plus durs, on portait des rails de chemin de fer, qui est très très lourd, et on était peu nombreux, c'était épuisant. Et puis j'ai trouvé tout d'un coup, je crois que ça devait être probablement le 7 juin, j'ai trouvé un petit bout de journal allemand, je ne comprenais pas l'allemand, mais il y avait une carte, et sur la carte on voyait les flèches où le débarquement avait eu lieu. Et je me suis dit que cette femme SS, elle avait dû le laisser exprès. Mais ce qui est frappant de votre récit,
c'est que, en dépit de la dureté, de la nécessité de survie, des rapports très durs avec les capots et les responsables SS, les liens humains restent. Il y a une forme de solidarité. Vous savez, on a beaucoup dit qu'entre déportés, il y avait peu de fraternité, peu de relations amicales, que c'était tellement dur qu'on ne se soutenait pas les uns les autres. Chacun devait sauver sa peau. Oui, il fallait sauver sa peau et sa soupe, mais en même temps, quand on pouvait, on s'aidait les uns les autres. Moi, bien sûr, il y avait des Ukrainiennes qui étaient dans une situation épouvantable, qui avaient été raflées comme ça. C'était même pas des Juifs. Puis alors, il y avait les Polonaises qui étaient très dures. Il faut dire qu'elles avaient vu tuer tellement de monde que c'était souvent, elles avaient été prises dans un ghetto, elles étaient très jeunes et c'était épouvantable. Et pourtant, celle qui vous a protégé, sauvé, c'est une Polonaise. Oui, une Polonaise non juive. Non juive, oui. Qui était la doyenne qui gardait le camp, c'est une ancienne prostituée, et elle trouve que vous êtes une adolescente trop belle pour aller si vite à la mort. Et elle vous protège. Elle me protège et pour moi naturellement il n'était pas question de laisser maman et ma sœur et donc j'ai dit nous partons toutes les trois et elle m'a dit tout de suite oui, mais après on a dû passer une visite médicale et c'était devant Mengele et qui testait les gens, il était le même médecin et j'ai vu le moment où il écartait maman qui était dans très mauvais état, ça voulait dire que là, si elle n'était pas partie avec nous, enfin, de toute façon, il n'y en était pas question. Et là, je veux dire que probablement, la femme tenait beaucoup à ce qu'on parte parce qu'elle l'a convaincue de nous laisser partir toutes les trois. Pourquoi est-ce qu'il y avait une humanité chez certains d'entre eux? Elle s'est dit, oui, elle m'a dit, tu es trop jolie pour mourir ici, voilà, je veux te donner une chance de t'en sortir. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ensuite, quand on a été après l'arrivée des Russes, enfin, au moment où on a fait la grande marche, quand l'armée russe arrivait à Auschwitz, et là aussi, je me suis retrouvée à Bergen-Belsen pendant la longue marche. Énormément. Et d'ailleurs, je vois justement au moment, il y avait des gens qui s'accrochaient à elle, on marchait dans la neige, et je disais aux gens, vous pouvez pas vous accrocher à elle, marcher, mais bon, et les gens tombaient. Mais à Bergen-Belsen, j'ai rencontré de nouveau cette femme qui était là aussi chef du camp et qui là m'a tout à fait par hasard m'a reconnu et m'a fait travailler à la cuisine des SS. Comment elle a fini ? Vous racontez comment elle a fini ? Oui. Elle avait été tellement épouvantable avec tous les autres qu'elle a été pendue. La libération par les Anglais. Ce n'est pas le premier récit, évidemment, ou le premier témoignage, mais votre récit est à la fois sobre et bouleversant dans les premières pages du livre. C'est vrai qu'on vous accompagne à Auschwitz, on souffre, on a peur avec vous, on a les odeurs sinistres des fours crématoires et puis les images. Et puis il y a tellement d'anecdotes. Par exemple, ces juifs, je crois, qui sont polonaises, qui sont dans le camp, qui ne mangent rien et qui les jours de Kippour font jeûne, ne mangent pas les jours de Kippour. Hein? Oui, mais je parlais aussi, par exemple, des affections, des amitiés qu'il pouvait y avoir. Ces petites Polonaises, c'était effrayant ce qu'elles avaient vécu. Elles me racontaient, il y avait 50, 60 personnes de leur famille qui avaient été exterminées dans les ghettos. Et alors, elles étaient tout de même, moi je me disais toujours, quand je les voyais, souvent elles avaient une amie, et je sais pas du tout quelles étaient leurs relations sexuelles ou autres, ça m'intéresse pas, mais je me disais, le fait qu'elles aient une amie pour laquelle elles sont prêtes à tout faire, et ben ça leur conserve un caractère humain. Il restait de l'humanité. Ça c'était. Il faut qu'il y ait encore une possibilité d'amour pour quelqu'un et une possibilité. Mais dans le livre, vous en prenez à la philosophe Hannah Arendt, parce que depuis le début du procès du criminel nazi Eichmann en Israël, elle a expliqué la banalité du mal, et vous lui répondez alors fermement, c'est faux, définitivement faux. Oui. Vous. Moi, je ne crois pas à la banalité du mal. Vous ne pensez pas que c'est tout le peuple allemand qui est responsable ? Vous ne pensez pas que dans la mesure où tellement de soldats allemands, en particulier dans les Einsatzgruppen, ont tué tellement de juifs sans être des nazis, vraiment? Je crois qu'il y a un moment où il y a un système qui s'établit, les gens ont tellement peur, d'abord d'être envoyés sur le front russe, alors qu'ils ont une planque, aussi d'être dénoncés. Je ne sais pas si vous avez lu Les Soldats en Berlin, c'est épouvantable. On voit bien tout de même quel est le système, et puis il y a ce très beau livre aussi d'un Anglais qui quitte l'Autriche juste à temps, j'ai oublié le nom, et qui explique aussi ce qui
se passe. C'est effrayant tout de suite. Quand vous dites, quand Hannah Arendt disait la banalité du mal, c'est au-delà de l'Allemagne, c'est pas seulement les Allemands. Ça concernait le fait qu'un fonctionnaire banal et que tout le peuple allemand était responsable de cette époque. Mais que naturellement, par extension, on a compris que le mal était... que nous pouvions tous devenir cela. Quand on lit aussi l'historien qui a raconté l'histoire de Jean de la Wehrmacht qui avait été embauché et qui se trouve pris... Non, c'est pas Goldhagen, c'est Browning. Et qui explique que quand les gens sont dans le système, ils ne peuvent plus en sortir. Ou bien alors ils sont exécutés. Il y a en effet des mécanismes qui finissent par émousser. Je crois que c'est les systèmes politiques qu'il faut défendre. C'est la démocratie, c'est aussi une certaine humanité, c'est aussi... Et je trouve, moi, ce que je regrette avec Hannah Arendt, justement, c'est que ça déculpabilise le monde en disant tout le monde est comme ça. C'est pas vrai. Parce que vous êtes beaucoup attaché à restaurer la mémoire de ceux précisément qui s'étaient pas laissés entraîner, qui avaient lutté, qui avaient essayé de sauver des juifs, qui avaient été soit des justes, il y a des gens reconnus, soit de très grands et en Pologne aussi, et en France aussi. Pourquoi n'a-t-on pas agi plus tôt? Moi, j'ai travaillé récemment sur le 11 novembre 38, le 12 novembre 38, la réunion qui a véritablement décidé, le Conseil des ministres qui a décidé la solution finale. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, alors que c'est au lendemain de la nuit de cristal, on savait très bien ce qu'ils allaient faire, pourquoi est-ce que personne n'a réagi? Pourquoi est-ce que... il y a eu tout de même un grand débat au moment 38. Beaucoup de gens ont beaucoup critiqué le fait qu'on n'ait pas déclaré la guerre à ce moment-là. Je crois qu'en réalité, c'est ça. C'est qu'on sentait qu'on n'était pas face à eux. Je crois qu'on se soit fait beaucoup d'illusions. Mais les généraux qui étaient à la tête de l'armée étaient très mauvais. Et ça s'est montré ensuite. Il y avait aussi un modèle de relations internationales. Jean Garde 14, on n'avait pas compris la puissance de mal qu'il y avait dans le nazisme. Et beaucoup de Français ne souhaitaient pas du tout la guerre. Voilà. Et alors, les souvenirs de cette époque, on voit bien qu'ils ne vous lâcheront jamais. L'autre matin sur Europe 1, vous savez que vous avez tenu des propos qui ont bouleversé parce qu'après des appels, vous avez dit, et même au moment de mourir, je penserai aux scènes d'Auschwitz et de Birkenau. C'est-à-dire que, je veux dire, et ces souvenirs, ils rendent plus forts. Comment ils vous ont transformé? Ils m'ont transformé parce que j'ai vu tellement de souffrances et des choses que vraiment, je crois, les gens encore aujourd'hui, quand ils ne l'ont pas vu, ne peuvent pas imaginer. Imaginer de voir arriver qu'on a transféré, enfin qu'on a prolongé la voie, presque dans le crématoire, qu'on voyait les enfants descendre des trains, qu'on voyait les gens entrer, qu'on voyait la cheminée. Moi, je me souviens des images, alors les plus fortes que j'ai, c'est lorsque nous sommes arrivés tout de suite, et il y a eu une grande sélection, beaucoup ne sont pas entrés dans le camp, et surtout les femmes, nous étions déjà séparés, hommes et femmes d'un côté, et nous étions toutes les trois. Donc nous ne sommes pas posé de questions. Mais les autres femmes qui étaient avec nous, les jeunes filles, ont demandé nos mères où est-ce qu'elles sont, nos parents ou leurs pères. Nous savions, nous, que notre père n'était pas dans ce convoi et notre frère non plus. Mais on leur a dit, enfin froidement, comme ça, de façon atroce, on leur a dit, ben, regardez, il y a la fumée, ils sont passés à la chambre à gaz et voilà ce qu'ils sont devenus. Et ils disaient ça avec une espèce d'impavidité. Et vous le saviez, alors, puis vous les voyez partir et disparaître en fumée. Oui, hein? Oui. Absolument. Et d'ailleurs, on a cru pendant quelques heures, très peu de temps, on a cru qu'effectivement, enfin c'était pour nous démoraliser, on n'arrivait pas à l'imaginer que c'était possible. Et en plus que ce soit déjà les convois arrivés dans la nuit. Ensuite, nous on a vu ce qui était arrivé avec d'autres convois, c'était immédiat, on peut dire. Mais on a cru que c'est pour démoraliser. Mais quand une heure ou quelques heures après, on nous a tatoués, on s'est dit, c'est qu'on est destiné à mourir ici. On n'en sortira pas. D'où vient la volonté de survie? Parce que quand on lit votre récit, il y a une sorte de... On se dit, mais comment pourrais-je résister au découragement? Cette volonté, jour après jour, de lutter, de rester en vie. C'est une victoire. Jour après jour. Est-ce que c'était une victoire, je rappelle. Entre nous, c'était une victoire. Vous savez, on le disait vraiment qu'il fallait justement qu'il y en ait quelques-uns qui sortent parce qu'il fallait le raconter. Mais en même temps, quelques-uns sont sortis, et beaucoup, quelques-uns. Mais pendant presque 10 ans, personne n'était audible, si je comprends bien. Les livres... Très peu ont parlé. On nous a très peu, oui. On ne voulait pas vous entendre, on ne voulait pas le savoir. C'est-à-dire que quand on avait des membres de la famille qui n'avaient pas été déportés, ça leur était très pénible. Ils se disaient pourquoi moi et
pas d'autres. Moi, je vois dans ma belle famille, j'ai une belle sœur qui a été déportée, et c'est elle qui a sauvé ses parents, parce qu'elle avait sa petite sœur au moment où la Gestapo est arrivée, ils étaient cachés. Elle a dit à sa petite sœur, va vite prévenir les parents, pour qu'ils ne rentrent surtout pas, la Gestapo est là. Ce qu'a fait la petite sœur très bien. D'ailleurs, je l'ai souvent demandé à ma belle-sœur, je lui ai dit, est-ce que tu as su dire à ta sœur qu'elle t'avait sauvé la vie? Et elle me dit, oui, j'aime beaucoup ma belle-sœur. Mais quand avec ma belle-sœur qui avait été déportée, on évoquait le camp, il y avait tout le temps quelqu'un pour nous interrompre. Il le supporte, mais parce qu'il ne le supportait pas. Mon mari, pendant très très longtemps, vous êtes marié n'a jeune, jamais été... Antoine Veil, il ne supportait pas que vous lui racontiez. Il n'aimait pas ou il n'aime pas que vous le racontiez. C'est-à-dire que ça l'énerve. Ça l'énerve. Moi, j'ai ma bibliothèque, la moitié, c'est sur les camps. Alors, voilà. Il n'y a presque aucun livre jusqu'en 55-56. L'Occident ne veut pas entendre. Pendant 10 ans, on ne veut pas entendre. Il me semble que le grand changement, on en a parlé, mais pas tellement. Le grand changement, ça a été l'éducation nationale. D'abord, un certain nombre de professeurs, volontairement, qui ont emmené des élèves à Auschwitz, et puis l'éducation nationale, qui tout de même, dès le CM2, je crois, enfin quand ils sont petits encore, puis quand ils ont de nouveau, enfin en troisième et en première, ils apprennent très très bien. Moi, même plus petit sans doute, parce que il y a une histoire qui m'a beaucoup émue une fois. C'était il y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans. On m'avait emmené dans une école où les enfants tout petits, on leur parlait déjà de la Shoah. Ils avaient une carte, on l'avait aménagée pour eux. Et le petit m'a dit, est-ce que c'est vrai que vous avez un numéro sur le bras? Alors je dis oui. Il me dit, tu veux bien me le montrer? Il l'a demandé d'une telle façon que vous lui avez montré. Que je lui ai montré. Ouais. Absolument. Ouais. Je me suis dit, il s'en souviendra toute la vie. Mais c'était gentil. Ouais. C'était avec beaucoup de respect. C'était très émouvant. On voit encore l'émotion. Ouais. Mais nous, on aura la discrétion de ne pas vous le demander. Mais il y a ce gamin qui était adorable. Mais dans les années 50-55, vous racontez l'histoire de ce haut fonctionnaire abruti qui, au cours d'une soirée, voit votre numéro. Il me demande si c'est mon numéro de vestiaire. Il demande si c'est le numéro de vestiaire. Bon. C'était un diplomate. Mais quand on revient disloqué, la reconstruction est très difficile. Vous dites que vous ne pouviez dormir que par terre dans les premiers mois. Vous vous cachiez derrière les rideaux. Vous aviez du mal à adresser la parole aux gens. Vous sentiez un abîme entre... D'abord, j'étais allemand en Suisse, qui était une erreur, parce que les Suisses n'avaient strictement rien compris, et que c'était pas agréable du tout. Mais surtout, j'avais pas envie de voir des gens. C'est pour ça que, en fait, tout de suite, quand j'ai su, en rentrant, que j'avais été reçu au Bachot, je me suis inscrite à la fois au droit et à Sciences Po, en me disant, comme ça, je vais être très occupée, mais je sortais pas du tout. Et si, mon mari essayait de m'entraîner, parce que on s'est marié au bout d'1 an, et j'avais vraiment pas... Je me cachais dans les coins. Je me souviens comme ça, il était en classe avec Jean-François Poncet, qui était le fils d'ambassadeur. Alors c'était très bien, boulevard Suchet, un très bel appartement, et moi je m'étais caché derrière un rideau plutôt que d'avoir à faire la conversation. Mais dans ces gens que vous voyez dans les années 50, vous ne voyez pas le monstre possible. Je reviens sur Hannah Arendt tout à l'heure. L'idée que tous ces gens peuvent devenir de monstres, vous n'y croyez pas. Certains ont été à Vichy, ont été collaborateurs, ont participé. Vous pensez que c'est une parenthèse? Je crois que tout de même c'est une parenthèse, c'est tout de même un événement tout de même exceptionnel, parce que il y avait à l'origine, quoi qu'on en dise, la volonté d'exterminer les Juifs. Moi je lis des livres aujourd'hui, on explique que non, que c'est arrivé comme ça, par des sous-ordres, etc. C'était vraiment tout à fait planifié. En 1938, c'est décidé et planifié. Oui, c'est planifié. Ça s'est fait après la conférence de Wannsee. Non, Wannsee c'est la chambre à gaz. Mais la décision d'exterminer, c'est novembre 38, avant la guerre. Wannsee, c'est 42. C'est février 42. Wannsee, ça ne va pas assez vite avec la mitraillette. On a déjà tué 1,5 million de personnes. On passe à la chambre à gaz. Mais la décision d'extermination, c'est le 12 novembre 38. Mais le principal régime qui fait peur aux gens, parce qu'il y a eu aussi tout de même au départ un certain nombre de résistants en Allemagne, et que ces résistants, ils ont été assassinés aussi. Enfin, ils ont été... Mais le problème, c'est pas que tout le monde puisse devenir un monstre. Ça, c'est une évidence. Le problème, et le seul espoir, c'est que quelques-uns ne le deviennent pas. Et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Moi, j'ai vécu ça tout à fait autrement, si je peux me permettre. J'ai vécu ça dans une autre circonstance en Algérie, où j'ai vu, en quittant l'Algérie très jeune, en 56, j'ai vu mes camarades de classe, mes cousins, devenir progressivement, par le biais de l'embrigadement,
des terroristes, des assassins d'Arabes au hasard, aveuglément. Et donc j'ai eu le sentiment vraiment lointain de ce que n'importe qui placé dans une circonstance particulière peut devenir un salaud. Et naturellement, ça n'a pas été du tout la même ampleur ni la même nature. Ils étaient dans un conflit très difficile. Moi, j'ai beaucoup été. Moi, j'ai été beaucoup en Algérie à ce moment-là, et je me suis beaucoup occupé des femmes algériennes qui ont fait du terrorisme très dur. Vous êtes beaucoup occupé. Après, vous êtes revenu, vous avez des responsabilités, de plus en plus de responsabilités. Vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes occupé des prisons, du sort des détenus. Puis ça m'a passionné. Oui. Et puis du palais, enfin d'Auschwitz au palais de la République. Vous avez été ministre, et moi je voudrais évoquer rapidement même le combat que vous avez demandé de mener Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Jacques Chirac d'abord un peu comme ça, puis ensuite il vous soutient. Et à votre avis, on vous avait choisi pour cette mission impossible parce que vous portiez votre numéro? Non, je pense non, pas pour le. Non, mais parce qu'on disait c'est une mission tellement dure, on l'attaquera moins. Non, c'est parce que... Non, là, je crois que c'est Michel Poniatowski que j'avais rencontré et qui savait qu'il fallait absolument faire une loi. Il a joué un rôle très positif. Il avait été ministre de la Santé, il s'était rendu compte du sort. Et il m'a dit tout ça tout de suite. Il m'a dit le jour où j'ai pris mes fonctions au ministère, succédé, et il m'a dit il faut aller vite, sans ça vous arriverez, un jour le MLAC sera en train de faire une IVG sur votre... Enfin, on n'appelle pas encore ça, on ne parle pas des... Donc il y a des hommes de droite qui vous ont soutenu, à la fois comme Lucien Neuwirth, aussi, ce qui a été très important, et au Sénat aussi. Oui, ce qui a été très important, c'est l'appui d'un compagnon de la Libération, très catholique, mais qui était un type épatant, et qui, j'ai oublié son nom là sur le moment, et qui, lorsqu'il a pris position, il a dit, on attendait beaucoup, c'était la fin du débat, et il a dit, pour moi, jamais dans ma famille, je n'accepterai, j'aiderai toujours une femme qui est dans une difficulté, mais je sais qu'il y a des femmes pour lesquelles c'est dramatique. Entre mes convictions et la compassion, je choisis la compassion. Claudius Petit, Eugène Claudius Petit, qui était quelqu'un d'exceptionnel. Il y a des scènes, vous vous souvenez, au moment de ce débat? Oui, bien sûr. Bien sûr. Seulement dans l'hémicycle ou dans le pays? Dans le pays, quand je rentrais à la maison, il y avait des gens. D'abord, mon immeuble avait été couvert de graffiti, le hall d'hôtel, la voiture était aussi. Les enfants, à un moment, tout de même été un peu surveillés aussi. Enfin, on faisait attention aussi. Et puis alors, il y avait, quand je sortais de quelque part, des gens des groupes avec des chapelets. Mais j'ai l'impression, en ce moment, depuis quelques jours, c'est très très curieux. J'ai l'impression qu'il y a une très très grande offensive sur cette loi. Car j'en ai toujours un peu reçu, j'en avais reçu beaucoup, mes assistantes d'ailleurs trouvaient que les lettres étaient tellement épouvantables que souvent elles les ont déchirées, ce que je regrette beaucoup, parce que ça intéresse, je crois, les sociologues, moi je les garde toujours, et ces temps-ci, sous un ton plus faible, j'ai tout de même un renouveau de lettres qui mettent en cause en disant la loi n'a pas été appliquée. Le fait que vous soyez une femme, ça a joué, ça, parce que le caractère fondamental de la loi, c'est quand vous avez mis en avant le fait que c'était à la femme et à la femme seulement que devait incomber la décision, même s'il y a un encadrement médical. Ça, c'était le cœur de la loi. C'est le cœur de la décision. Parce que ça, moi, j'avais regardé, étudié partout les différentes lois, et on s'aperçoit que quand on a des commissions qui doivent statuer, etc., en réalité, ça ne se fait pas, que ce sont les femmes privilégiées qui déjà s'arrangeaient très bien pour aller en Angleterre, en Suisse, ou même pour trouver des cliniques pour le faire à Paris dans de bonnes conditions, et que ce sont toujours les mêmes, celles qui n'ont rien et qui ne pouvaient pas. Donc, il fallait surtout éviter ça. C'était la chose à laquelle je tenais, c'était que ce soit la femme qui... Une des femmes qui a le plus défendu la loi qui a empêché ces évolutions, la loi de 1920, c'était Jeannette Torres-Vermersch, et c'était une femme, elle était leader communiste. Parce qu'entre-temps, l'Union soviétique avait changé d'opinion, il y avait un moment où ils avaient été favorables, et ensuite ils ont interdit. Vous avez parlé de ce sorte de regain, d'attaque contre l'IVG. Il y a eu un lieu qui vous a été interdit il n'y a pas longtemps, le cardinal de Lustiger. Vous avez demandé, je ne sais pas si c'est ça, je ne saurais jamais. Et avait demandé de prendre la parole le jour des obsèques sur le parvis de Notre-Dame pour rappeler qu'il était juif, et vous n'avez pas pu le faire parce que la hiérarchie catholique je ne sais pas a dit non. Pour ça.
Je ne sais pas si c'est pour ça. Parce qu'il y avait aussi des réticences de la part de la communauté juive en disant un juif qui sont convertis n'est plus juif. Ah ouais. Mais il y a les deux. Mais la rumeur, c'est que devant des manifestations éventuelles d'hostilité, et pour vous protéger à la fin, le cardinal Lustiger dit choisissons une autre hypothèse. Le cardinal Lustiger n'a pas changé d'avis. Bon, mais c'est très bien. C'est pas lui qui a changé d'avis. Il faudra demander à qui? À la communauté juive il y a eu quelqu'un. Ou à Monseigneur André 23. Ça a été fait. Ça a été fait par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas encore de réponse. Ou elle est arrivée trop brusque? Non, je crois qu'ils ont pris quelqu'un de la famille. Jacques Attali, qu'est-ce qu'aurait pu faire Gandhi contre Hitler? Rien, c'était vous savez, Gandhi, en 1930, il vient à Londres à une conférence internationale et on lui demande qu'est-ce que vous pensez de la civilisation occidentale. Et il répond, ah bon, ce serait une bonne idée d'en avoir une. Il voit un monde occidental qui n'a de leçons à donner à personne pour lui, puisqu'il est au moment où la barbarie en Europe est extrême, et puis lui, il a vécu comme Indien. Donc contre Hitler, rien, contre Staline, il savait pas qui c'était? Non, il savait très bien qui c'était, Hitler aussi, mais il était dans une logique de non-violence, qui est une logique très profonde de la conception indienne du monde, et cette logique était une logique de combat par la dignité, par le respect, qui l'avait amené à gagner d'ailleurs. Une grande partie de ces batailles. Vous avez dit pourquoi vous êtes venu à Gandhi. Oui. Parce que Gandhi est un personnage qui aujourd'hui, par son anciennement, peut être utile. Fondamental. On va voir qui est Gandhi d'abord. Fondamental pour le combat. Fondamental parce que... Vous imaginez Gandhi ou un Gandhi contre Ben Laden ou contre le terrorisme? C'est fondamental parce qu'il faut d'abord comprendre que le monde ne se réduit pas à la pensée occidentale et à l'Europe. Que d'abord l'Europe n'a pas de leçons à donner au monde et que la culture, la civilisation, les civilisations indiennes sont extraordinairement intéressantes, complexes à comprendre pour nous et pour eux parce qu'ils représentent le quart de l'humanité et sans doute bien plus demain comme influence. Donc il faut les comprendre, il faut comprendre comment ils réagissent et comprendre l'extraordinaire complexité de leur civilisation et de leur façon de penser. Et Gandhi, qui a depuis 1880 jusqu'en 1946 incarne le cœur de la pensée indienne, toutes les pensées indiennes, parce qu'il est œcuménique, il est à la fois pro-musulman, pro-hindou, pro-chrétien, pro-juif aussi, d'ailleurs il n'est pas antisémite. Il est l'homme qui incarne le mieux cette complexité indienne, et donc de ce point de vue il est fondamental à comprendre. Et pour arriver à cela, il y a tout un cheminement, parce que vous le décrivez, vous dites d'abord que c'est un gringalet, introverti. D'une caste moyenne, sans aucun charisme. Le Gujarat, on n'a presque jamais vu d'Européens. Jamais vu d'Européens, parce qu'il n'y a pas de colons indiens en Angleterre. Et il fait des études très modestes, il est incapable de s'exprimer en public, il n'a aucune qualité particulière, il n'est pas riche, et malgré tout, il a un acte de courage. Le premier, c'est, comme il échoue surtout dans sa vie, à 20 ans, d'obtenir d'être un des rares, ils sont 300 Indiens qui cette année-là partent faire des études à Londres. Et il reste 3 ans à Londres. Là, il devient un homme extrêmement anglophile, pro-occidental. Il fait tout pour être occidental, tout pour être accepté. Il rentre en Inde pour devenir un avocat. Tous les grands dirigeants indiens vont être des avocats. Nehru était avocat, Jinnah, le grand leader. Mais lui, il n'a pas de clients au début. Il n'a pas de clients. Il n'a pas de clients, il est très mauvais avocat, et il fait presque faillite au bout d'1 an. Il s'est marié très jeune de force. Ça va être un élément déterminant. À 12 ans, on l'a marié de force, comme on faisait à cette époque. Et donc, faute de clients, il trouve quelqu'un qui lui sauve la vie financièrement, qui est un grand marchand musulman de sa région, qu'il envoie négocier une affaire, même pas comme avocat, comme traducteur en Afrique du Sud, où il y avait et où il y a toujours d'ailleurs une forte communauté des Indiens qui avaient émigré. Et là, il va prendre conscience de vos jeunes. Là, il va prendre conscience du racisme, parce que c'est dans ce fameux épisode où il prend le train de Durban à Pretoria et il se fait vider du wagon de première classe, en disant pas de coulis dans le wagon de première classe. Pas de coulis dans aucun wagon autre que dans le wagon. L'humiliation. L'humiliation, oui, mais à ce moment-là, j'ai relevé le texte que vous citez. Il est sur le quai de la gare, un peu abasourdi parce qu'il vient d'arriver, fou de rage de l'humiliation qu'il vient de subir, et il se dit mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis à la croisée des chemins, soit je rentre à Durban, soit je vais quand même à Pretoria. Et il écrit maintenant, il faut essayer d'extirper ce mal, quitte à pâtir de l'injustice en cours de route. Je décidai donc de prendre le premier train et me présenter à destination, et désormais je vais essayer de contribuer à la suppression du préjudice racial sans violence. Alors ça, c'est son autobiographie qu'il écrit un peu plus tard, vers 1930. C'est pas une autobiographie finale, un livre de combat où il ment. Parce qu'en réalité, il prend pas cette décision. Il est là, il n'a pas un sou,
Mais il va à Pretoria, quand même. Oui, non, mais il y va parce qu'il a son job. Alors son job l'envoie là. Il y va. C'est-à-dire que les biographes racontent mieux sa vie. C'est normal, c'est normal. En plus, là, il écrit un livre de combat en 1930. C'est un livre où il se rationalise un petit peu. Mais il ne cesse de se construire. Bien sûr, on a l'impression qu'il se construit comme un personnage de roman. C'est très intéressant parce quelle manière se tenir, quelle manière s'habiller, quelle pose avoir, c'est étonnant. C'est ça qui est très intéressant, c'est comment quelqu'un qui n'est pas Gandhi devient Gandhi. C'est-à-dire comment quelqu'un qui est violent, qui est agressif, qui n'est pas cultivé, qui est obsédé par la sexualité. Oui, mais ça revient souvent à la fois dans votre livre et dans sa vie. Il est obsédé par la sexualité, non pas comme un obsédé sexuel, comme on l'entend aujourd'hui. Il est obsédé parce que l'obsession de sa vie depuis sa mère et depuis la tradition de sa vie, c'est la violence. Or, il est convaincu, et ça c'est, je crois, quelque chose de très profond, qu'on ne peut pas être un adepte et un apôtre de la non-violence sans lutter d'abord contre la violence de soi-même. Et donc, il met en place toute une série d'appareils pour lutter contre sa propre violence. Et c'est très intéressant. La méditation, la prière 2 fois par jour, le jeûne très fréquent, le fait de ne pas parler 24 heures par semaine. Tous les lundis, il ne parle pas. Les lundis, un jour de silence. Et donc, la chasteté. Et donc, il considère, et ça fait partie d'une longue tradition indienne, il avait d'ailleurs un gourou qui est un personnage qui aurait mérité, sans doute, qui méritera une biographie, qui défendait l'idée que la sexualité est une violence. Ce que lui a vécu d'ailleurs de 2 façons. D'abord dans son mariage enfantin, on le forçait à cela à l'âge de 12 ans, et ensuite parce qu'en Afrique du Sud, il a fait la guerre du côté des Anglais comme ambulancier, il a vu les viols, les massacres des Anglais contre les bourgs. Donc il a vu que la civilisation occidentale, c'était vraiment pas beau. Enfin, la première guerre, les premiers camps de concentration, ce sont les camps que les Anglais mettent en place en Afrique du Sud. C'est pas les premiers. Le tout premier, c'est les Espagnols. Et juste après, ce sont les Anglais en Afrique du Sud. Et il voit ça, et donc il considère, comme il voit les viols des femmes par les Anglais, il considère que toute sexualité est violence. Et il décide, il a 4 enfants, de renoncer à la sexualité. Et là, en même temps, c'est ça, jusqu'au bout de sa vie, il va y renoncer de façon très ambiguë, parce que pour montrer qu'il est vraiment fort dans la lutte contre la violence, il va officiellement dormir avec plusieurs jeunes femmes en même temps, en disant qu'il n'a pas d'acte de relation sexuelle avec elles. Et tout a été vérifié. C'était vrai. Ouais. C'est lui qui le dit ou c'est vous? Non, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de gens qui ont. Attends, il y a beaucoup de gens qui ont été vérifiés ça. Je raconte qu'il y a eu des éjaculations involontaires. Donc il y a des moments de difficulté dans cette lutte. Mais c'est une volonté de se construire dont ceci fait une description que vous faites de lui, un portrait très précis et quand même assez drôle, marquant, de Gandhi revenant d'Afrique du Sud, entrant en Inde, et puis il est différent. C'est un homme maigre, vous dites, le cheveu rasé, vêtu comme un paysan avec de grandes oreilles, son grand nez pointe vers le bas, la lèvre inférieure remonte vers le haut. En plus. Hein? Il est très laid. Il est très laid. Il arrive dans une Inde où l'élite indienne est extraordinairement occidentalisée. Et lui, il est le héros de la rébellion. En sandales, en tunique. Pour l'instant, il n'a pas encore la tenue qu'on lui connaît. Il l'aura quelques années plus tard. Et c'est lui qui va la faire? Oui. En plus. Il la prend. Enfin, c'est une tenue qu'il a pris chez les paysans du Sud, mais il la prend progressivement. Et c'est vrai que la façon de s'habiller, c'est le premier à avoir utilisé les médias. C'est pour ça qu'il est très très vite connu, alors qu'il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Et les médias étrangers. Les médias étrangers. Il utilise les médias étrangers, anglais d'ailleurs, souvent, pour se construire. Et il va se construire une réputation. Et puis il va s'attirer quelques personnalités qui vont l'accompagner. Alors il aura des Français, un peu, des Anglais, des Américains. Surtout des Anglaises, des Américains. Et incroyablement, il va avoir autour de lui tous les jeunes Indiens qui sont fascinés par lui et qui vont vouloir faire la révolution. Et si on prend tous ceux qui ont dirigé l'Inde ensuite, Nehru, Patel, Kripalani, tous ceux qui ont été sont des jeunes avocats manqués qui ont été dans la suite de Gandhi et qui ont construit cette Inde. Quand Gandhi est-il devenu Gandhi? Gandhi devient Gandhi en Afrique du Sud quand il lance, à la suite de cet épisode dans le train, la première révolte qu'il appelle la rébellion passive, qui n'est pas véritablement seulement la passivité ou la non-violence, qui On va voir ce que c'est. On va voir ce qu'est la méthode. Mais Madame Veil, vous avez vécu aussi au milieu des frustrations et des humiliations. Vous l'avez vécu, vous l'avez senti, vu, entendu. Quand vous êtes revenu dans tout ce que vous faites de votre vie, est-ce que vous avez l'envie de la violence comme première réaction, ou vous vous dites, un peu à la manière de Gandhi, c'est non, on résiste et on combat avec d'autres armes que les armes de la violence. Oui. Non, moi c'est pas la violence. J'aime pas la violence et je ne sais pas l'utiliser, sinon dans les propos comme ça, mais pas je suis hostile à la violence. Je pense qu'au contraire. Dans les propos.
Dans le propos, je peux être violente, oui, mais encore pas tellement. C'est plus la contradiction. C'est le non. Le non d'abord. Mais par exemple, au fond, j'ai toujours pensé, puisque on revient à la déportation, que si on voulait sortir de ces conflits permanents qu'il y avait avec les Allemands et qui faisaient qu'au fond c'est l'Europe qui avait entraîné à la guerre la terre entière, ça ne pouvait être que par la réconciliation. Donc, et qu'il fallait aller très loin dans la réconciliation, c'est-à-dire non pas seulement nous, Français, se réconcilier avec les Allemands, puisqu'on a toujours été le pivot tout de même le plus grave de la guerre, mais que ça devait être l'ensemble de l'Europe qui le fasse. C'est ce que pensait Gandhi pour les Anglais. Ouais, la méthode, c'est la désobéissance civile. La désobéissance civile comme une des dimensions, mais aussi la désobéissance active, c'est-à-dire qu'il était pour une action non violente forte, le boycott des produits non indiens, les grèves, les marches, le jeûne, au point d'acquérir une telle prestance, une telle influence que quand il y avait un événement qui menaçait ou une guerre civile à l'intérieur de l'Inde, il se mettait dans la ville où la violence avait lieu, il commençait à jeûner et littéralement la violence s'arrêtait parce qu'on ne voulait pas qu'il meure. Des millions de gens... Il a jeûné 17 fois dans sa vie. Il a jeûné 17 fois, enfin il a eu 17 jeûnes politiques, il a jeûné très souvent. Il y a 17 jeûnes politiques qui étaient des jeûnes de 20 jours, 30 jours, absolument... Et vous dites que la bataille pour l'indépendance de l'Inde commence par le sel, la marche du sel. Oui, enfin elle commence très longtemps et d'ailleurs la marche du sel est très importante. Mais c'est le sel. Alors le sel, c'est une des choses que les Anglais contrôlaient, monopole du sel, comme dans tous les royaumes, le pouvoir politique contrôle le sel, et il était interdit aux Indiens de ramasser du sel et de le vendre. Donc en 1930, il est dans un moment de grande incertitude, et il lance une marche politique, médiatique, entouré de caméras, et caméras qui viennent du monde entier, et il marche pendant 400 km avec toute une série de gens, dont Nehru, dont tous ceux qui vont faire l'Inde après lui, et il marche en s'attendant à se faire arrêter du jour au lendemain. Parce que les Anglais, en matière de répression, ils s'y connaissent. Ah ben ils ont tué tout le monde. Tous les autres grands dirigeants ont été tués. Pourquoi pas lui ? Parce que les Anglais voyaient que lui, s'il le tuait, c'était vraiment l'horreur absolue par leur réaction, par l'adoration qu'il avait, mais aussi parce que certains Anglais pensaient que Gandhi, parce qu'il était l'apôtre de la non-violence, pouvait attirer contre le terrorisme. Il y avait toute une série de mouvements terroristes avec des gens passionnants qui ont été et Gandhi pouvait être utile comme négociateur. Et donc c'est pour ça que certains négociateur, parce que Nehru et Jinnah étaient beaucoup plus radicaux que n'était Gandhi. Jinnah surtout. Nehru était Nehru avec sa fascination pour le communisme. Voilà. Nehru était disciple de Gandhi, disciple de son père, mais aussi disciple de Gandhi, et il avait une immense admiration pour Gandhi. Mais Nehru, d'une certaine façon, en effet, beaucoup plus dur. Et Jinnah, qui était l'autre grand dirigeant qui va entraîner l'indépendance du Pakistan. Nous vivons aujourd'hui, avec l'affaire Musharraf, exactement les conséquences de l'opposition entre Nehru, Gandhi et Jinnah. Cette histoire qui fait que progressivement, le monde musulman indien va se radicaliser. Il y a l'Inde d'un côté et le Pakistan de l'autre. Et alors que Gandhi fait tout pour s'y opposer, au point de s'attirer la haine des hindous, et donc d'être assassiné par un hindou qui le traite de pro-musulman. Est-ce que vous pensez que ça pourrait ou que ça aurait pu se situer dans un autre pays, ou est-ce que c'était dans le contexte de l'Inde, était très particulier même sur le plan religieux? Gandhi est d'abord un Indien, il ne s'intéresse qu'à l'Inde et il n'a aucune vocation, il ne veut pas être universaliste. Mais en même temps, il a commencé sa bataille dans un autre pays qui est l'Afrique du Sud, et d'autres ont tenté de le suivre. Mais toujours pour défendre les Indiens. Oui, lui pour défendre les Indiens. Alors, est-ce que, justement, je voulais venir à l'Afrique du Sud, est-ce que vous croyez que quelqu'un comme Mandela a été influencé? Ah oui, il le reconnaît en tant que tel. Et contrairement à ce qu'on a dit trop souvent, Gandhi était très lié aux dirigeants noirs de l'époque, et il les a soutenus, les a aidés, et aujourd'hui, Mandela reconnaît que son combat est très différent, que son combat a utilisé la violence, mais que c'est son inspirateur. C'est en vous écoutant que j'y pense, tout d'un coup. Il y a cette tradition. Et il y a en même temps Martin Luther King, évidemment, qui s'est beaucoup référé, et naturellement Aung San Suu Kyi aujourd'hui, qui se réfère beaucoup à Gandhi. Chez Gandhi, l'idée est très forte aussi que l'Inde se libérera si elle arrive à se retrouver elle-même, voilà, c'est-à-dire à se réformer. Il a combattu pour la suppression du statut d'intouchable, pour l'égalité entre hommes et femmes aussi. Exactement. Il est d'une extrême violence contre les formes les plus obscurantistes de l'hindouisme, mais en même temps il est pour que l'Inde se retrouve. Et c'est d'ailleurs fascinant de voir que dans les années 40, au début des années 40, quand l'indépendance est là, c'est un peu comme la création de l'État d'Israël, elle aurait dû être faite
avant la guerre, et puis la guerre le retarde. L'indépendance de l'Inde était là aussi. Pendant que les jeunes Indiens qui sont avec lui commencent à penser un gouvernement, un programme, lui pense à une Inde différente. Et il construit dans sa tête l'idée de ce qu'il appelle le programme constructif, c'est-à-dire une utopie de ce que serait une Inde différente. Une Inde écologique, qui vivrait à la campagne, qui serait totalement non violente, non alignée, qui lutterait contre la violence par la promotion de ce truc bizarre qui est le rouet. Il filait le rouet. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de lutter contre la violence de soi en s'occupant les mains pendant un certain temps par jour. Et donc il a cette idée très très étrange de le vivre lui-même. C'est pas seulement de faire un programme utopique d'une société. Il le vit lui-même et s'installe dans un village. Et vous montrez bien, il y a à la fois les deux aspects, la construction de Gandhi par lui-même et la construction de l'Inde par l'Inde elle-même, comme le dit Monique. Mais c'était un rêve. Il a imaginé une Inde, il a donné l'indépendance, elle l'a arrachée, il s'est fait assassiner, et ça reste un pays démocratique, inventif, etc. Mais un pays violent, brutal. C'est certainement. Les intouchables sont toujours là, les castes sont toujours là, bien sûr. Les femmes. Gandhi a d'abord, il s'est battu beaucoup pour éviter la partition de l'Inde. Et aujourd'hui, moi, je suis très frappé de vous demandiez si c'était uniquement en Inde. Moi, je suis très frappé de la similitude entre les discours de Mountbatten, le dernier vice-roi anglais qui représente l'Angleterre en Inde, et du président Bush aujourd'hui à propos de l'Irak. C'est-à-dire, il faut qu'on s'en aille, mais il ne faut pas que ça aboutisse à la catastrophe. Donc, la façon dont les Indiens ont réussi à éviter la pire, c'est-à-dire le partition en 800 pays qui était là, qui aurait dû avoir lieu, mais seulement en 2, puis en 3 avec le Bangladesh, et d'une extrême actualité, parce qu'aujourd'hui, le monde est menacé de cela. Et Gandhi, le jour de l'indépendance indienne, il est applaudi par tout le monde. La seule photo qu'on a qui est dans le livre, il se bouche les oreilles, il ne veut pas entendre. Il est désespéré de voir cette partition. Mais en même temps, c'est vrai que l'Inde continue à être un pays violent, continue à être un pays où les intouchables sont ce qu'ils sont, mais il y a une évolution d'une civilisation. Encore une fois, nous n'avons pas de leçons à leur donner. Ah non, mais c'est très bien, c'est de montrer qu'il y a une culture. Il n'y a pas que l'Occident. Non, même Gandhi, parmi beaucoup d'autres, explique que la pensée démocratique n'est pas seulement grecque. Il y a dans la pensée indienne, dans les origines de la pensée indienne, une idée démocratique, une idée de l'individu, de la solidarité, de la collectivité, qui est au moins aussi importante dans l'histoire humaine que notre pensée occidentale. Il y a aussi un développement économique considérable. Et maintenant, c'est la première puissance, à mon avis, et bien avant la Chine, ça sera la première puissance du XXIe siècle. Et on le découvre à travers les grands managers et industriels indiens, les grands intellectuels, les grands écrivains, les grands scientifiques. Ce qu'ils auront, c'est une ambiance, c'est une volonté de place dans le monde qui reconnaissent c'est pour ça que j'ai parlé des humiliés, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis tellement humiliés qu'aujourd'hui ils veulent cette revanche, et cette revanche peut-être aller jusqu'à soit une revanche économique, on va vous racheter toutes vos entreprises, soit une revanche politique, et ils ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Mais c'est ça le problème de tous les mouvements de résistance. Résistance, ça veut dire résister à quelqu'un. Quand ce quelqu'un disparaît, quand les Anglais sont partis, et ils ont voulu partir au plus vite, Lord Mountbatten était chargé de liquider les choses le plus rapidement possible. Déboires, 2 siècles. Non, une fois qu'il a été nommé, il a voulu que l'Angleterre laisse de côté l'Inde le plus rapidement possible. Donc une fois qu'il n'y a plus de force à laquelle s'opposer, qu'est-ce qu'on devient soi-même tout seul ? C'est pas si facile de convertir la force de résistance en force de construction, et c'est un des problèmes de l'Inde actuelle. Il manque peut-être à l'Inde d'aujourd'hui, ce que vous montrez bien à différents moments du livre, le rire de Gandhi. Oui, parce que nous sommes à une époque très sérieuse, tragique, comme l'était le XXe. C'est tellement intolérable ce qu'il dénonçait. C'est un homme qui avait la passion de la vérité. De sa façon, il y a beaucoup de choses qui me font penser à vous. C'est un homme qui avait la passion de la vérité, et cette passion de la vérité l'a amené à se rendre compte que si on l'a dit simplement de façon tragique, alors on attire tous les malheurs sur soi. Et lui-même, il voulait mourir. Et il a été assassiné, mais il ne rêvait que ça, d'être assassiné. Il avait une sorte de mission christique. Il voulait absolument en finir, puisqu'il voulait plus voir ce monde. Et donc, le rire était la seule façon de rendre tolérable le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on a moins d'hommes qui disent la vérité, et d'une certaine façon, les comiques les remplacent, parce qu'eux disent la vérité, mais ils la rendent tolérable par l'humour. Le problème, c'est que peu de gens y croient à cette vérité qui est dite de cette façon. Ça, c'est le sort des comiques. Il ne faut pas non plus oublier
l'aspect quelque peu tyrannique des comportements de Gandhi. Ces mouvements qu'il lance, alors sans entretenir avec les autres dirigeants du mouvement de rébellion, la tyrannie qu'il a fait régner sans partage sur sa famille, imposant à ses enfants des choix. Non, c'est pas la tyrannie sur ses enfants. Il avait une indifférence à l'égard de ses enfants. Il a refusé, par exemple, que ses enfants, un de son fils aille faire des études en Angleterre. Il n'a pas refusé. Il leur a imposé un mode de vie. Il a choisi un autre. Il y avait une bourse et il l'a donnée à quelqu'un d'autre parce qu'il estimait qu'il fallait. C'était un tyran familial. Il ne fallait pas favoriser ses enfants. Il avait une. Simone Veil, prenant des décisions de cette nature. On lui a offert une bourse et il l'a donnée à un neveu plutôt qu'à son fils. Voilà. Ce qui n'a pas dû faire plaisir aux enfants. Affreux. Ça a été horrible. On n'a pas vu les effets pervers que ça. J'ai dit l'autre jour. Les enfants ont le sentiment qu'on privilégie les autres. J'ai dit l'autre jour à propos de Simone Veil. J'ai dit à propos de Simone Veil l'autre matin, personnage symbolique, mythique, etc. Un peu comme la mère universelle. Je me suis fait engueuler par les fils après. C'est notre mère, on la veut. Après, ils vont téléphoner, on la garde, on la donne à personne. C'est curieux que vous dites. C'est ça parce qu'à la mort de Gandhi meurt et son fils aîné, qui est dans une situation épouvantable, est un alcoolique, qu'il arrive plein de malheurs, il tombe dans le coma dans la rue. Quelques mois plus tard. Et on le ramasse, et puis il se réveille, et on lui dit, comment tu t'appelles, qui est ton père? Et il répond, mon père, c'est Gandhi. Il répond, non, Gandhi, c'est le père de l'âme tout entière. Quel est ton nom, quel est ton père à toi? Oui, mais il n'y a pas d'alcoolique dans la famille. Pour revenir au livre de Simone Veil, ce sentiment qui émane de tout le livre, de la force extraordinaire que vous avez reçue de votre mère en particulier, mais aussi de votre milieu familial, et quelque chose de tout à fait poignant, et qui est aussi une force des femmes. Là, j'ai sous les yeux une phrase que je voudrais citer: les chances pour les femmes procèdent trop du hasard et pas assez des règles du jeu. Ça vaut pour les femmes, des destins individuels, mais aussi pour les femmes. Ça fait partie des combats permanents de Simone Veil depuis longtemps. Oui, mais c'est bien de le rappeler à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Bien sûr, on ne l'a pas oublié. Et les combats politiques, mais vous ne les avez pas menés simplement pour les femmes, vous les avez menés pour une certaine idée de la société, de la République. Là, je crois que ce dont il faut avoir conscience, c'est que Simone de Beauvoir, pour ma génération, ça a été vraiment une découverte. Ça a été, deuxième sexe. Ça, c'était vraiment pour nous très important. Mais que maintenant, le féminisme en France, il est un féminisme qui, je crois, veut qu'on reconnaisse que la femme est différente. Parce que Simone de Beauvoir, c'était de dire il y a l'égalité, donc il n'y a pas de raison d'avoir des discriminations. Et je crois que maintenant, pour les femmes et pour la société d'ailleurs, on pense que le fait que les femmes soient différentes, c'est un enrichissement pour tout le monde. Et c'est pas une raison. Moi, je vois quelqu'un comme moi, je veux vivre ma différence. Mais c'est pas une raison pour les traiter mais que c'est ça. Ouais. Mais que le principe, c'est l'égalité. Pas uniforme, égal, et pas supérieur. Mais c'est évident que vous apportez. Mais pas supérieur, égal, différente, égal. Et si un jeune vous demande aujourd'hui, Simone Veil, vers quoi va le monde? Qu'est-ce que vous lui dites? Parce que dans le livre, vous dites bien, je suis optimiste mais sans illusion. Écoutez, moi je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il peut y avoir des catastrophes, notamment avec l'arme nucléaire, c'est vrai. Là, il y a un danger. Et puis qu'il y a toujours des volontés d'impérialisme. Mais si on regarde aujourd'hui les conflits qu'il y a, et ceux qu'il y a eu par notre faute, nous Européens, mais de tout temps, je ne trouve pas, par rapport au nombre de la population, je ne trouve pas qu'on puisse dire que les choses sont beaucoup plus dramatiques. Simplement, je crois que tout ce qui est Internet, tout ce qui est télévision, tout ce qui est mondialisation, qui fait que, en temps réel, on sait tout ce qui se passe à chaque moment, ça, je crois que c'est très perturbant. Et que c'est ça qui peut entraîner le monde à avoir des réactions qui sont des réactions subites, non... De pessimisme, de résignation, au contraire de colère. De colère, mais et de tout d'un coup vouloir tout changer. Et est-ce qu'un Gandhi aurait sa place? Sérieusement, tout à l'heure j'ai posé la question, si on dit à Ben Laden Gandhi, il éclate de rire, non? Oui, mais face à Hitler ou face à Ben Laden, il n'y a que la force qui répond, mais en même temps, l'utopie, c'est une société de non-violence. Et une utopie pour pas arriver aux situations qui créent des Ben Laden. Exactement, pour faire que les humiliés soient traités dignement et pas. Regardez, même sur le plan national, il n'y a pas sur le plan, je dirais, humanitaire, sur le plan des inégalités, il y a beaucoup de progrès à faire. Mais en même temps, ce sont au moins des questions qu'on
qu'on se pose, alors qu'il y a 2 ou 3 siècles, on ne se posait pas, on trouvait ça tout à fait normal, on était des paysans, enfin il faut relire la Bruyère pour voir quelle était la condition des paysans en France, et c'était la très très grande majorité de la population. Et puis tout d'un coup, le Seigneur décidait qu'on faisait une guerre, et on partait, et puis revenait qui peut, même les guerres napoléoniennes, ça a été une catastrophe pour la France. Le deuxième, question d'un jeune, comment se comporter vis-à-vis de soi-même et comment agir un peu avec les leçons de Gandhi ou avec... Moi, je crois que c'est très important de se maîtriser sa violence. Je crois que chez beaucoup de jeunes, c'est une question très importante. Maîtriser sa violence, maîtriser son rapport à la drogue, maîtriser son rapport à l'alcool, maîtriser son rapport aux autres, maîtriser son rapport aux mots, parce que les mots font beaucoup de mal. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une sorte d'apologie générale de la liberté, qui est y compris la liberté de faire mal, ou de faire du mal à soi-même et aux autres, et la liberté sans règle éthique dans laquelle elle s'inscrit, d'abord par rapport à soi-même, sans apprendre à méditer, sans apprendre à se construire, sans apprendre à ne pas faire du mal aux autres, est quelque chose de très dangereux. Et nous vivons un monde dans lequel l'apologie généralisée de la liberté individuelle conduit à ce qu'on voit dans les formes extrêmes des Columbine aux États-Unis ou les meurtres d'étudiants de toute nature, et cette négation de la règle morale, cette liberté érigée en valeur unique, conduit au suicide de l'humanité. Ce que vous dites est aussi une critique de l'immédiateté contemporaine. Voilà. Le fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de médiation qui s'interpose entre le désir et son objet. Donc les enfants, c'est la tyrannie des enfants. Est-ce que vous pouvez lire les dernières lignes du livre? Je disais encadré de rouge. Non. Le soir, quand je rentre, il m'arrive de m'allonger quelques instants sur mon lit et d'admirer en silence le dôme des Invalides. Au loin, j'entends Antoine jouer du piano. Il pratique la musique régulièrement, comme aimait à le faire son fils disparu. Mon beau-père jouait beaucoup et composait. Peu à peu, la nuit envahit la maison. Au son du piano, mon regard se perd face à mes tableaux familiers, tandis qu'à nos côtés, tous ces morts qui nous furent si chers, connus et inconnus, se tiennent en silence. Je sais que nous n'aurons jamais fini avec eux. À la fin de la semaine, nous serons 27 réunis pour fêter mon anniversaire. Et qu'il y a de nombreux anniversaires encore. Simone Veil avec le même tempérament. L'histoire parle aujourd'hui, les exemples que vous avez donnés aussi, l'un direct et indirect, parce que vous parlez de vous aussi un petit peu. Derrière Gandhi, non? Non. Non, pas du tout. Le biographe est toujours derrière ce qu'il c'est lui qui a choisi. De qui fait la biographie? Pascal, Karl Marx. C'est lui qui braque le projecteur aussi sur les choses qu'il aimerait laisser dans l'ombre. Alors, je dis indirect, mais sans le croire tout à fait, Jacques Attali, et vous aussi personnel, Simone Veil. Les témoignages et les livres sont des armes entre nos mains, peuvent nous éviter le pire, pour peu qu'on sache et qu'on veuille les lire. En tout cas, on les prendra tous les deux, peut-être comme une sorte de guide pour demain. Le rôle de Bibliothèque Médicis, c'est justement de les proposer, les témoignages, les livres, avec Anne-Marie Moreau, d'abord, Françoise Mananti, Céline Mévélec, Marie-Madeleine Rigopoulos, et une réalisation signée cette fois, comme d'habitude, excellente par Philippe Lallemand. En leur nom, merci à tous et à bientôt.